Captain Max, lancement du processus d'enregistrement. Go ninja, go ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre. Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous, c'est Max, et bienvenue pour ce 10e épisode du Podmax Comics, avec aujourd'hui une émission centrée autour de l'horreur et des freaks. Je vais dans un premier temps vous parler de la première apparition de Deadman de chez DC Comics, pour ensuite continuer dans la même maison d'édition avec Swamp Thing Infinite. Après les deux membres de la Justice League Dark, on va s'intéresser à une autre ligue, qui est celle du mal, avec le spin-off Black Hammer présente Sherlock Frankenstein. Et on va conclure l'épisode avec du manga et du Lovecraft, avec La couleur tombée du ciel. Je vais maintenant vous donner mon avis de lecture concernant la première histoire de Deadman, et ses quelques premiers épisodes. Mais si vous voulez en savoir plus sur toute l'histoire autour de la création du personnage, je ne peux que vous inviter à aller regarder ma vidéo qui lui est consacrée et qui vient tout juste de sortir. Le comics Deadman par Neal Adams me faisait de l'œil depuis que j'avais vu le film d'animation Justice League Dark en 2017. C'était d'ailleurs le seul comics que j'avais trouvé au sujet de ce personnage. Sauf que cette publication de chez l'édition du fromage date de 1978 et qu'elle est en format souple. Donc je vous laisse imaginer à quel point il commence à être difficile à trouver et surtout dans un bon état et à un prix correct. Mais n'ayant toujours pas réussi à mettre la main dessus, et ayant un peu perdu espoir quant au fait qu'Urban Comics décide de publier du Deadman en VF, j'ai dû user de mes qualités de flibustier pour le trouver. Aussi grand artiste qu'il est, je n'ai malheureusement pas lu beaucoup de comics par Neal Adams. J'ai dû lire quelques comics Batman et le fameux Superman vs Mohamed Ali, que celui-ci avait illustré, mais rien de plus. Mais pour ma défense, il est surtout connu pour son travail sur le Chevalier de Gotham, et c'est un artiste né en 1921, donc d'une autre génération que la mienne, à quelques dizaines d'années près. Mais avant de vous résumer un peu ce comics, il faut savoir que cet ouvrage regroupe les numéros 205 à 212 des aventures de Boston Brand, et que vous n'aurez donc pas la fin de l'histoire, car elle continue jusqu'à Strange Adventure numéro 216, puis dans The Brave and the Bold, Aquaman, Justice League, Batman, The Phantom Stranger, etc. Vous l'avez compris, sa série ne va pas avoir de véritable fin, mais il va apparaître pendant un temps un peu partout chez DC, avant de disparaître pendant de nombreuses années. Bref, ça raconte quoi Deadman? Eh bien, c'est l'histoire de Boston Brand, un jeune trapéziste renommé pour son talent et son masque de tête de mort. Chaque soir, il frôle la mort pour tenter de faire venir un maximum de spectateurs dans l'espoir de gagner assez d'argent pour que le cirque ne ferme pas. Mais un soir, alors qu'il est en train de voltiger au sommet du chapiteau, il se fait tirer dessus par un mystérieux inconnu. Cependant, alors qu'il pense que tout va bien après sa terrible chute, il comprend vite qu'il est malheureusement bel et bien mort et qu'il n'est plus qu'un fantôme errant sur la planète. Cependant, il découvre aussi rapidement qu'il est doté d'un pouvoir qui va tout changer pour lui, car il est maintenant capable de prendre possession des corps des vivants pour tenter de retrouver son tueur afin de se venger. Pour un comics des années 60, je dois vous avouer que ça se lit très bien, et malgré l'époque, il n'y a pas trop de cartouches narratives, et quand elles sont là, elles sont assez courtes. Perso, je n'ai pas vu ma lecture passer, et je suis allé vite au bout de mes 130 pages, avec une seule déception, le fait de ne pas avoir la suite et la fin de cette sympathique aventure. Contrairement à ce que proposaient les comics des Big Two de l'époque, on ne suit pas les aventures de Deadman, mais on suit bel et bien Deadman. On s'intéresse vraiment à son histoire, ses origines, sa quête, etc. Et ce n'est pas juste Deadman contre les robots envahisseurs, Boston Brand sauve un chat dans un arbre et compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Pour conclure, je trouve que c'est vraiment dommage que ce personnage ne soit pas un peu plus populaire et qu'Urban Comics n'ait jamais publié les séries et autres publications, comme les intégrales de Deadman, ne serait-ce qu'en Urban Cult, comme ils l'ont fait avec Swamp Thing. Et en parlant du monstre des marais, je vais maintenant vous parler de sa dernière série en date avec Swamp Thing Infinite, tome 1 et 2. En cette période, je ne lis plus beaucoup de DC Comics, je ne suis plus trop attiré par l'univers que propose l'éditeur en ce moment, même si j'ai vraiment envie de lire mes Batman Chronicles, mais j'attends d'être dans une période Dark Knight pour enchaîner les lectures afin de ne pas perdre le fil. Comme vous avez pu le voir avec l'épisode du Podmax précédent, en ce moment je suis pas mal focus sur les différentes séries Tortue Ninja, mais tant qu'à avoir la main verte, j'en ai profité pour retourner un peu du côté de la créature de chez DC Comics, pour premièrement préparer les 2 émissions de Team Up au sujet d'Alec Holland, mais aussi pour terminer de lire la série Swamp Thing Infinite, que j'avais commencé de lire il y a quelques mois déjà. Mais avant de conclure l'aventure avec le tome 2, j'ai dû me refaire le premier, car même si je me rappelais des grandes lignes, qui m'avaient bien marqué, je voulais être sûr de ne pas passer à côté de ma lecture à cause d'un manque de souvenirs. Ce tome 1 propose dans un premier temps les 2 chapitres de la créature pour l'event Future State, puis
les 10 premiers chapitres d'une série en 16. Et ça tombe bien, car tout est écrit et illustré par la même équipe créative, soit Ram V au scénario et Mike Perkins au dessin. Le récit Future State, qui se déroule dans un monde post-apo, propose une histoire assez philosophique, avec une créature ayant conçu des enfants de la sève pour l'aider à garder sa part d'humanité. C'est loin d'être un récit indispensable, ni même très mémorable, mais il a le mérite de proposer une histoire futuriste du personnage qui colle tout à fait avec l'univers de ce dernier, avec des questions existentielles, son rapport avec l'humanité et la nature, quelques monstres, etc. Et ça, c'est déjà très bien. Mais le plus important dans cet ouvrage, c'est bien évidemment les 10 premiers chapitres du run de Ram V. Fini Alec Holland en tant qu'avatar de la sève. Levi Kamei est le nouveau représentant du Parlement des arbres. Employé par une grosse entreprise américaine, Levi est envoyé en Inde dans sa région natale pour y négocier l'achat de terres. Pour lui, c'est également l'occasion de renouer avec sa famille. Mais la population locale s'oppose à la destruction de la forêt et de son écosystème par la multinationale, et c'est lors de violentes manifestations que le père et le frère de Kamei disparaissent. La sève décide alors de choisir notre homme, tiraillé, pour en faire son nouvel avatar. Je me rappelle avoir énormément apprécié le titre lors de ma première lecture, et c'était encore une fois très plaisant à lire malgré l'absence de l'aspect découverte. Je trouve que Ram V a très bien compris Swamp Thing, en faisant de la créature un personnage psychologique avec beaucoup d'humanité, avec les bons et les mauvais aspects. Les thèmes de l'écologie, de la perte d'être cher et de la recherche de soi sont eux aussi de la partie, pour encore une fois essayer de cocher toutes les cases de l'univers de la créature du marais. Le changement de personnage et de lieu est un vrai coup de fraîcheur, car même si je suis très attaché à Alec Holland, je préfère largement une nouvelle proposition plutôt que du réchauffé maltraité. J'ai aussi beaucoup apprécié le caméo de Constantine, de Poison Ivy et de la Suicide Squad, qui sont totalement justifiés dans le scénario. Il y a juste 2 petites choses qui me perturbent. La première, c'est l'univers de la sève qui est très abstrait, il n'existe pas physiquement, ça semble plutôt se trouver dans un autre plan astral ou dans un monde psychique, j'en sais rien. Et la seconde, c'est le fait que Levi soit lui aussi tout aussi abstrait que la sève. Il peut être capable de reprendre sa forme humaine, ou plutôt c'est le Parlement des arbres qui le laisse parfois reprendre forme humaine, après l'avoir fait voyager au travers de la planète et la sève sous forme d'un monstre qu'il tente d'apprivoiser au mieux. Après cette relecture, je me suis donc attaqué au tome 2, bien plus fin, puisque si le premier tome proposait au total 12 chapitres dans un recueil de plus de 300 pages, là, Urban n'en propose que la moitié, avec 6 issues sur 160 pages. Ce qui est finalement une bonne chose, car c'était malheureusement moins plaisant à lire. Ram V a voulu en faire peut-être un peu trop, en rajoutant sa touche au concept et à la légende de Swamp Thing, avec la création d'un nouveau parlement. Après la sève, le sang et la nécrose, l'auteur nous propose le parlement des rouages, représenté par 2 avatars. D'un côté, il y a le méchant de l'histoire, un avatar autoproclamé du nom de Pal Pèlerin, et de l'autre, Trinity, la représentation spirituelle de l'ère nucléaire, créée par l'explosion de la première bombe en 1945. Mais comme si l'invention d'un nouveau parlement n'était pas assez, Ram V a voulu en rajouter encore et toujours plus, avec par exemple l'opposition entre Swamp Thing et un second avatar de la sève, qui n'est d'autre que son frère Jacob. Avec ça, ajoutez aussi la rencontre avec Tefé Holland, la fille d'Alec, ainsi que des crossovers avec l'un des membres de The Authority, ainsi que du Green Lantern Hal Jordan. Alors oui, c'est cool ce genre de choses. Génial de revoir Swamp Thing avec le pouvoir d'un lanterne, mais ça reste juste cool, pas forcément très intéressant. On se retrouve donc avec un comics très dense, trop dense, qui peine à laisser le lecteur respirer, étouffé par de nouveaux concepts, de nouveaux personnages et de multitudes de fils rouges, terminant par former une grosse boule de nœuds trop fouillie pour devenir une œuvre importante, bien qu'intéressante à lire une fois. Je ne peux donc que vous inviter grandement à lire ce premier tome de Swamp Thing Infinite, et si vous êtes fan de votre lecture, de sauter sur le second, qui conclut cependant parfaitement l'histoire de Levi Kamei, et qui, je l'espère, laissera place à un nouvel avatar ou au retour d'Alec par un auteur motivé et plein d'idées. Il y a plus de 4 ans déjà que j'ai terminé la lecture de la série Black Hammer, qui, même si elle était excellente, m'a quelque peu déçu de par sa conclusion, que j'avais trouvé un peu trop banale à l'époque, surtout au vu du pari risqué qu'avait pris Jeff Lemire avec sa proposition un peu hors du commun. Mais pour comprendre un peu le comics spin-off qui nous intéresse aujourd'hui, je suis obligé de vous résumer rapidement de quoi parle Black Hammer. Les anciens super-héros de Spiral City vivent de force, ensemble dans une ferme d'une petite bourgade américaine, à la manière d'une famille dysfonctionnelle. Et si je dis qu'ils y sont forcés, c'est parce qu'ils ont été arrachés à leur univers suite à un combat contre un anti-dieu intergalactique.
De plus, cette petite ville coupée de tout, du nom de Rockwood, se révèle avoir une sorte de frontière invisible qu'ils ne peuvent pas dépasser, sous peine d'y perdre la vie. Et alors qu'on suit majoritairement les vies pénibles ou paisibles de nos anciens champions, on suit ponctuellement Lucy, une jeune fille de Spiral City qui tente par tous les moyens de retrouver la Ligue de Justice dont son père en est le leader. Et si dans la série principale son enquête est vaguement survolée, elle est toutefois présentée de bout en bout dans le comics Black Hammer présente Sherlock Frankenstein et la Ligue du Mal. On va alors suivre notre jeune demoiselle qui va aller à la rencontre des plus grands adversaires de son paternel pour trouver la moindre information pouvant lui servir dans sa recherche. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que celui qui s'avère être le chef de la Ligue du Mal, du nom de Sherlock Frankenstein, est l'un des seuls vilains que l'on connaissait assez bien, puisqu'il a une relation très particulière avec l'une des membres des champions de Spiral City. Mais par manque de chance, alors que celui-ci est la première cible de Lucy, il est le seul qu'elle n'arrive pas à débusquer. Elle va alors devoir interroger les autres membres de la Ligue du Mal, que l'on avait déjà croisé très brièvement dans la série principale, mais c'est ici dans ce spin-off que l'on va véritablement apprendre à les connaître. Ce fut une très bonne lecture, qui a totalement réussi à me redonner de l'intérêt pour l'univers de Black Hammer, avec des vilains aux histoires assez étonnantes, mais surtout avec le personnage très intéressant de Lucy Weber, qui est d'ailleurs l'héroïne de la série Black Hammer Reborn, qui n'a toujours pas été éditée par Urban. Je sais pas pour quelle raison, et j'espère qu'ils ont bien pour projet de l'éditer un jour. Je pense qu'il est potentiellement possible de commencer à lire du Black Hammer avec ce tome, si vous avez au préalable écouté ce podcast qui résume grossièrement le pitch initial de la série, mais je vous conseille quand même de démarrer par le premier tome, qui est d'ailleurs réédité sous un nouveau format Urban Indies au prix de 10€ pour le premier tome, donc n'hésitez pas. C'est vraiment une série que je vous invite à lire car elle traite d'une manière assez originale et très agréable les super-héros en s'intéressant bien plus à leur fin de carrière qu'à leur début. Et en parlant de début, je vais maintenant conclure cet épisode en vous faisant part de mes premiers pas dans l'univers de H.P. Lovecraft avec La couleur tombée du ciel, version manga. J'ai joué, vu, écouté et surtout lu pas mal de choses inspirées par les récits de Howard Philip Lovecraft, mais je n'avais encore jamais lu l'un de ses chefs-d'œuvre. Et c'est toujours le cas encore aujourd'hui, puisque la BD dont je vais vous parler ici est une adaptation de la nouvelle La couleur tombée du ciel, publiée à l'origine en 1927. Aujourd'hui, c'est l'éditeur de manga Ki-Un qui nous propose de découvrir le travail de Gutanabe, je ne sais pas, qui a donc adapté et illustré 9 histoires du père de la terreur et du mystique moderne. Dans mon imaginaire, Lovecraft, c'est surtout des univers horrifiques, proposant des histoires très mystérieuses, dans des décors très sombres, avec des monstres inconcevables pour l'homme. Je ne voyais alors pas du tout comment je pouvais être déçu par de telles propositions. Du coup, une fois devant le rayon des mangas, je me suis fié au hasard, me disant que n'importe quel titre devrait me convenir. J'ai alors choisi celui avec sa belle couverture bleu ciel. Résumé. Affronter l'horreur et la désolation de la lande foudroyée. Un projet de barrage permet d'engloutir toute une vallée reculée de la campagne américaine. Bizarrement, son dernier habitant se réjouit de voir le lieu disparaître sous les flots, en particulier la parcelle de terrain voisine. Les Gardner y ont vécu paisiblement pendant des années, jusqu'à ce que la chute d'une météorite juste devant leur maison fasse basculer leur quotidien. Des scientifiques ont tenté d'étudier le roc venu de l'espace, sans succès. La matière ne ressemblait à rien de connu, et se distinguait par sa couleur inexistante sur Terre. Après cet événement, la faune et la flore ont commencé à s'altérer, les phénomènes étranges se sont multipliés, entraînant la famille Gardner dans une spirale de malheur. Sans être une lecture désagréable, j'ai quand même été quelque peu déçu. Tout comme il est difficile d'illustrer le récit de Lovecraft de par son utilisation de la notion d'indescriptible ou d'inconcevable, je cherche encore à expliquer pourquoi ce n'est pas un coup de cœur pour moi. Du côté du dessin, c'est très propre, très compréhensible, ça fourmille de détails et donc accompagne parfaitement le récit, même si je préfère de manière générale les dessins un peu plus épurés et plus singuliers. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est que les personnages ont quasiment tous et toujours le même regard à mi-chemin entre l'effroi et le vide. Quant au récit, même si je trouve que ça prend un peu trop de temps à décoller et que l'on comprend dès les premières pages la direction et les dénouements de l'histoire, c'est parfaitement réalisé. L'horreur s'installe crescendo, les personnages principaux sont assez intéressants et plutôt bien traités, etc.
Mais je sais pas, il me manquait d'un petit quelque chose pour me satisfaire pleinement. Peut-être que j'espérais découvrir un univers plus violent et plus gore, ou alors que l'aventure serait un peu moins déjà vue. Et je ne doute pas une seule seconde qu'en 1927 ça l'était complètement. Mais après quasiment 100 ans, énormément d'histoires ont été racontées, et nombreuses sont celles qui se sont inspirées de celles de Lovecraft. Mais du coup j'ai manqué de surprise. Ou alors peut-être qu'au final, comme les fans de HP me l'avaient déjà dit, c'est impossible d'illustrer ces récits sans y perdre au change. Mais avant de conclure, je tiens à dire que je trouve l'édition de toute beauté, avec sa couverture en imitation cuir très originale qui donne un charme fou au bouquin. Rien que pour exhiber la collection dans ma bibliothèque, je suis tenté de me procurer les autres titres. Donc bravo à Ki-hoon pour leur travail. Ok. Eh bien voilà, j'espère que ce nouvel épisode du Podmax Comics vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir avec des pouces, des étoiles, des commentaires et des partages. Si vous souhaitez soutenir mon travail de podcast ou de vidéo, vous pouvez le faire avec des dons sur Tipeee en contrepartie de marque-page, ou bien en commandant vos comics chez Comics Zone en cliquant via les liens d'affiliation qui sont présents dans mes articles Substack, qui accompagnent d'ailleurs chacun de mes podcasts avec des pourcentages de satisfaction, des planches pour vous donner un petit aperçu des bouquins, etc. Sur ce, je vous dis encore merci, et à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.